Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Les Détendus du Cast, le nouveau podcast du site Les Détendus du Pad. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux acolytes, Carlo Pitts. Salut Carlo, Salut! ça va bien? Bah, plutôt pas mal, ouais, et toi? Eh bah écoute, ça va bien. On lance une nouvelle émission, c'est sympa. On est aussi accompagné de Box, notre expert catalan. Salut Box. Salut Lucho, salut Carlo. Salut, Box. Box qui va nous apporter son accent chantant de Perpignan. Et Non, qui c'est fou, devrait je être vais de pas bonne d'accord. humeur. Ah oui, c'était un très bon match malgré les débats sur notre beau forum. C'était un très joli match, moi, je trouve. Il était parfait. Bah, Un on n'y échappe arbitrage pas à nickel. débat dans ce genre de match, mais bon, on va pas refaire le match comme on dit, parce que c'est pas le but de cette émission. Alors déjà, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom, les détendus du cast? Ah ben, moi j'aime bien le nom, ça fait un peu les détendus du cul, donc ça nous correspond bien. Après, on soumettra un vote à nos collègues sur le Ce qui est forum. bien, c'est que Box est toujours là pour apporter une touche poétique un peu à l'émission. C'est bien C'est la vendu, ouais. finesse. Bon, quoi qu'il arrive, on lancera un sondage sur le forum, hein. Vous pourrez nous donner votre avis sur ce nom. Vous pourrez aussi nous proposer des noms d'émissions. Et puis voilà, on fera un sondage pour savoir ce qui vous plaît le plus. Alors, au sommaire de cette émission, cette semaine, on va vous présenter un peu nos coups de cœur du moment à chacun. Ensuite, on va aborder un peu le thème de la Nintendo Switch qui est sorti récemment et que Carlo a eu la chance de tester. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un article de Carlo et de SmileDB sur le forum, enfin Ouais. sur le site. Et pour finir, on va aborder un peu la sortie de Mass Effect Andromeda pour rebondir encore une fois sur l'article de Goku qui est sorti cette semaine. Ouais, qui est pas avec nous, mais qui aurait eu des choses à dire, je pense. Bah, Ouais. c'est vrai que c'est un peu, ça aurait été un peu notre expert, quoi. Nous, on connaît un peu le jeu, et toi surtout, Carlo, tu y as beaucoup joué. Oui, au 2 et 3 notamment, mais je reconnais en Goku une expertise et un peu élevée, j'espère qu'on réussira à lui faire honneur. C'est- Allez, sans transition, on démarre donc avec nos coups de cœur. Box, je te laisse commencer. Tu vas nous parler d'un jeu dont tu as fait un article d'ailleurs Oui, sur récemment. le forum, oui, c'est un jeu qui est, ben, je pense, méconnu du grand public, vu qu'il est très, très connu en Angleterre, mais pas du tout dans le reste du monde. Donc, c'est Motorsport Manager, qui est un jeu, comme le nom l'indique, de management de voitures de F1, surtout. Un jeu de gestion donc. C'est vraiment un jeu de gestion. Ça a été créé par un petit jeune il y a 4 ans, il y a 4 ans uniquement sur mobile, iOS, Android. Et face au succès que ça a eu sur mobile, ils ont développé une version PC. Et pendant le développement de la version PC, ils étaient 4 au début. Sega a vu le bon filon et les a rejoints pour éditer le jeu. Sega qui est aussi l'éditeur de Football Manager, de Hockey Manager, enfin qui est très, Donc une valeur sûre quoi. ouais, ils sont à la pointe. Je pense qu'ils essayent à fond de faire des jeux de management sur à peu près tous les sports qui existent. Et donc, ils les ont rejoints. C'est un jeu qui est sorti en novembre dernier, qui évolue pas mal parce ils sortent à chaque fois des nouveaux DLC, des nouveaux patchs. Et c'est un jeu assez complet. Bon, je vais pas refaire le test que j'ai fait sur le forum, sinon rien que ça, on en a pour une demi-heure. Ouais, on va vous renvoyer à l'article de Box si vous voulez plus de détails, bien sûr. Voilà, mais en gros, c'est vraiment un jeu de management d'écurie de Formule 1 et depuis peu d'écurie de GT, vu qu'ils ont rajouté un DLC payant ben, il y a maintenant un mois pour la modique somme de 8,90 € sur Steam. Et donc, Voilà, après, il est seul sur le marché parce que bon, moi, très clairement, je suis pas du tout un passionné de sport mécanique. Et personnellement, j'ai appris que ce jeu existait quand tu avais décidé de nous en parler. Je savais pas du tout qu'il y avait un créneau dans le management de sport à moteur. Il y a d'autres jeux du genre. C'est connu, ça se vend bien. Enfin, ça a une vraie répute ou c'est naissant?
Alors pas du tout. Le dernier jeu de management du style, c'était F1 Manager qui est sorti en 2001, qui a été édité par Electronic Arts à l'époque, parce que c'est eux qui avaient la licence de toutes les de la F1 qui sortait chaque année, F1 2001, F1 2002, etc. Valeur Et moins sûre hein, quand on connaît la série des LFP Manager. c'est ça. C'est pour le coup, c'était quand même un très très bon jeu de management pour l'époque. Il y a 16 ans, il était vraiment très bien noté, mais il n'y en a pas eu d'autres depuis. Et c'est vraiment grâce au mobile, aux jeux portables Android, iOS, qu'ils ont développé ce jeu-là. Et il a vraiment bien fonctionné notamment sur iOS, il a vraiment connu un carton. Et c'est grâce à ça en fait qu'ils sont passés sur la plateforme PC. Mais c'est le seul jeu que je connais en tout cas dans le genre. Il y en a qu'un. S'il y en a un qui m'en sort un autre, je veux bien le connaître, mais j'ai jamais trouvé autre chose. Donc ils Alors ont est-ce que plutôt un c'est boulevard, quoi. Ils ont plutôt un Ouais, boulevard pour proposer quelque chose. ça ouais. tombe plutôt bien quand on parle de voiture. C'est Mais toujours du de coup, c'est qualité. plutôt un jeu de niche ou est-ce que n'importe quelle personne qui se Bah, passionne un peu pour les sports automobiles peut se lancer? après, forcément, c'est mieux d'aimer les bagnoles et le côté course parce que quand même, c'est un jeu qui est assez Connaître les développé. stratégies, quoi. Ouais, c'est des stratégies assez basiques, style les undercuts, etc. Bon, ça vous parlera pas, mais s'il y en a un qui écoute un peu, qui fait un peu de F1, ben, je pense qu'il aura bien compris le concept. Mais voilà, c'est mieux de connaître le monde. Après, ça reste un jeu de gestion basique. Il suffit de connaître les mécaniques du jeu pour s'en sortir. C'est des mécaniques assez simples. C'est développer son usine, chercher des jeunes pilotes. Enfin, c'est assez ressemblant entre guillemets à du football manager. Ça reste de la gestion. Mais forcément, c'est quand même mieux d'aimer le monde qui l'entoure. C'est comme si on fait je sais pas si quelqu'un aime les jeux de gestion mais aime pas du tout le foot, je suis pas sûr qu'il adore les football managers et pourtant c'est quand même une licence qui est très très reconnue quoi. Après comme ils sont tout seuls, ça peut vraiment se développer. Maintenant, je pense que ça reste un marché de niche. Je suis pas sûr que des gens qui aiment le management et les courses de bagnole, ça court les rues. C'est clair. Donc ça s'appelle Motorsport Manager et c'est dispo. Et c'est dispo sur Steam actuellement. Il y a souvent des promos, notamment si vous avez Football Manager et des moins 50, donc ça peut coûter entre 15 et 30 euros, ça dépend de la promo du moment, quoi. Enfin, vous connaissez comme moi les prix sur Steam, ça bouge beaucoup. Très bien. Et ben moi je vais reprendre la main parce qu'on va enchaîner après sur Carlo qui va nous parler d'un jeu sorti sur Switch. Ça nous permettra de faire la transition avec le premier débat du jour. Moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Hollow Knight qui est sorti récemment. C'est un Metroid-like. Ça se passe un peu dans les sous-sols d'une ville fantôme. Vous incarnez un insecte qui va se balader dans ses sous-sols avec son épée. Donc, des actions basiques au tout début du jeu. Vous sautez de plateforme en plateforme. Vous donnez des coups d'épée aux ennemis. Vous récupérez des âmes qui vous permettent après d'acheter des améliorations. Et vous récupérez aussi avec ces âmes la possibilité de régénérer vos vies. En fait, vous avez 5 crânes qui incarnent votre vie. Et c'est vraiment un jeu qui est très prenant. L'atmosphère est assez sombre, puisqu'on est dans les sous-sols d'une ville. Mais c'est vraiment très joli, avec des tons un peu pastel qui vont du vert au bleu. Des ennemis, bon bah forcément, comme dans tout type de jeu de ce genre, il faut apprendre un peu les patterns, connaître leurs attaques. Et je trouve que le développement se fait très bien, c'est progressif en fait. Vous On pourrez. est dans l'early access là en fait, hein. Encore? Non, c'est Non? un jeu qui est sorti en version définitive là récemment. Parce Et en fait, il se place au un peu fur et à comme mesure. le. J'ai l'impression qu'il se place un peu comme l'espèce de Metroid-like du moment, le jeu de plateforme du moment. Enfin, personnellement, j'en ai assez peu entendu parler parce que je suis assez peu friand de ce genre-là, mais pour autant, il devient compliqué d'aller sur YouTube sans avoir une vidéo au sujet de ce jeu qui est mise en valeur. Donc, ça a l'air de marcher ce truc-là, bizarrement. Ouais, c'est un peu le jeu indé du moment, si on peut le qualifier d'indé, qui a été développé par la Cherry Team. Ouais. Qui est notamment à l'origine du jeu Bastogne, qui avait aussi un peu fait parler de lui à l'époque. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir débloquer la carte, parce que c'est vraiment un labyrinthe. Hein. Vous allez débloquer la carte au fur et à mesure. Vous allez trouver des endroits, en fait, vous allez pouvoir vous asseoir sur un banc qui va vous permettre de régénérer votre santé. Et en même temps,
de mettre à jour la carte. Et D'accord. ces cartes, en fait, vous allez pouvoir aussi les acheter au fur et à mesure parce que forcément, vous allez rentrer dans des nouveaux mondes où vous n'aurez pas la carte disponible. Donc des PNG qui vont vous permettre d'avancer un peu comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment très bien parce qu'on retrouve un peu cette notion de monde des insectes. D'accord. Juste une question, Lucho, c'est un jeu qui est très skillé à la Super Meat Boy ou c'est accessible au Pékin moyen qui fait pas beaucoup de ce style de jeu? Et bah déjà, c'est jouable à la manette. Donc ça, je pense que c'est quand même un apport assez intéressant pour des jeux qu'on pourrait qualifier de casual. Après, dire que c'est jouable par le Pékin moyen, je sais pas, mais je pense plutôt que c'est un jeu quand même qui est destiné aux joueurs de jeux indés déjà qui sont assez friands de ces jeux-là à la base. Pour lequel les Franchement, je pense amateurs que de speedrun vont sûrement avoir l'alarme qui coule, non? Je crois que c'est un jeu qui va speedrun, je avoir du pense que succès, non? ça doit être quand même assez difficile à speedrunner. Après, je sais pas s'il y a des failles qui permettent d'aller plus vite. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut quand même il faut explorer quoi. Mhm. Il faut explorer, il faut découvrir la map, il faut découvrir les zones secrètes, il faut améliorer son perso au fur et à mesure parce qu'il y a des zones qui sont inaccessibles tant qu'on n'a pas les capacités pour les atteindre. Ces capacités, ce sera le double saut, le dash qui permet de passer au-dessus de certaines zones. Donc voilà, après ce que je disais, les ennemis, voilà, il faut apprendre le pattern et au fur et à mesure, forcément, on apprend le jeu, on le maîtrise un peu mieux et ça devient plus facile quoi. C'est du vrai die and retry pur et dur, quoi. Die and retry, pas forcément, parce que en fait la fonction de régénération de vie finalement permet de durer assez longtemps sans mourir. C'est plus, je dirais plus de l'exploration. D'accord, c'est pas dans le même style qu'un Super Meat Boy ou les jeux comme ça où tu dois bourriner, apprendre le pattern, mourir, apprendre le pattern, mourir. Enfin, Ouais, c'est quand même beaucoup plus accessible que ça. Et puis voilà, je pense que franchement ça peut plaire à beaucoup de monde. L'univers est très prenant, les musiques sont vraiment planantes, les graphismes sont sublimes. Sombre, hein? C'est Très sombre. disponible. Sombre, ouais, sombre. Moi, j'ai pour référence, bon, j'ai vu ça, une espèce de jeu en plateforme 2D qui se base autant sur le parcours vertical qu'horizontal, hein. Moi, ma référence pour ça, c'est effectivement Ori and the Blind Forest. J'ai assez peu de background sur ce genre de jeu. Et donc, j'avais, moi, en Ori, une espèce de jeu de plateforme qui était hyper intéressant, assez compliqué aussi, mais très lumineux, très enjoyé. Et là, je me suis renseigné un peu sur celui-là et j'ai vu quelque chose de très. Bon, glauque, non, ça serait pas le mot, mais très dans les grilles, très sombre dans l'ambiance, en tout cas. Ah, il y a un côté très nostalgique un peu dans l'ambiance. Mais en même temps, c'est pas oppressant, quoi. Mhm. D'accord. C'est, c'est- Moi, je trouve que c'est un jeu qui permet vraiment, tu rentres du boulot, tu rentres dans l'univers, tu te détends, et ben, puis voilà, t'es pris dans l'ambiance du truc. Je comme je pense que connaissais pas, comme je c'est, connaissais pas du tout le jeu, l'autre jour, je regardais des screens et c'est vrai que c'est sombre, mais les dessins sont mignons entre guillemets. C'est rond, C'est très précis. ouais, puis ça reste la mignon, quoi. créature que vous incarnez est adorable, quoi. C'est un tout petit être qui est plus petit que la plupart des ennemis qu'il va affronter. On se prend tout de suite un peu d'affection pour lui. Et comme dans tous ces univers un peu sombres, la place qui est prise finalement par la lumière est assez intéressante, je trouve. On retrouve un peu des petits rayons de lumière parce qu'il y a des zones aussi de forêt où ça donne un peu cette impression des rayons de soleil qui passent Ouais. à travers les feuilles et tout. C'est vraiment très bien rendu. Donc ce jeu est disponible sur Steam. Il me semble que c'est aux alentours des 15 €. Donc jetez-vous dessus, franchement, à ce prix-là, c'est quand même pas trop cher. Et il doit y avoir quand même de bonnes heures de jeu dessus. C'est prévu sur console? Et ben Pas écoute, j'en encore? ai aucune idée, mais je pense que c'est un jeu qui serait susceptible d'être dans les promos PS4 offerts, des jeux offerts. Ouais, apparemment, ça a été annoncé sur PS4, en tout cas pour le moment, dans le courant de l'année. Donc, à mon avis, ça devrait aider le jeu, je pense, à se faire un peu plus une place, quoi.
Donc voilà, passionné de jeux indés, jetez-vous sur ce jeu, c'est vraiment une valeur sûre. Eh bien, merci. Oui. Et bah Carlo, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est ton coup de cœur du moment? Ouais, bah moi, je suis dans une période pas hyper faste au niveau des jeux vidéo, mais comme tu le disais en introduction, j'ai obtenu la Switch par ma femme notamment, qui en faisait un prérequis au futur de notre couple, alors que moi j'étais un petit peu plus réservé sur le sujet. Ah, faut pas Euh, déconner avec ça. non, et puis T'as pas obtenu avec sous la elle. contrainte, quoi. C'est un peu ça, ouais, je l'ai clairement reçu sous la contrainte. Enfin, on en a parlé dans l'article avec Smiley, puis on en reparlera encore un petit peu après. Mais bon, il y a Zelda clairement qui vampirise absolument tout le paysage Nintendo Switchien actuel. Il y a One to Switch aussi. On va pas parler de celui-là parce que très clairement, bah, c'est une belle merde. Hein. Y a pas grand-chose d'autre à dire. J'osais pas le dire. Ouais, non, C'est mais une enfin, bouse. c'est vendu 45 balles et pour traire des vaches et faire des jeux qui simulent de la masturbation. Alors je veux bien, mais bon, arrive à un moment, Grosse éclate, quoi. faut pas trop déconner. Et puis je suis allé sur l'eShop quand j'ai eu la console et puis j'ai vu Fast RMX, donc Remix, qui est la suite de Fast Racing Neo qui était sorti sur Wii U. Et clairement, je trouve ce jeu excellent. Et si on occulte complètement Zelda, puis sachant que le calcul sera simple, hein, vu que les jeux sont pas en train de se bousculer au portillon sur Switch en ce moment, Fast RMX c'est une espèce de Jeu de course, mix. hein, si je Ah comprends ouais, bien ouais, vu le nom. futuriste, ultra rapide, mélange de Wipeout, de F-Zero un petit peu dans l'esprit aussi. Dans le Euh, fun, quoi. ah ouais, dans le pur fun, aussi dans la maîtrise, parce que le jeu devient très vite compliqué. C'est extrêmement nerveux, presque épileptique par moment. Et moi, j'ai trouvé vraiment ça très bon, avec une grosse particularité dans le concept. C'est un système de phase, c'est-à-dire que votre véhicule dispose de deux couleurs, hein, de deux propulsions, le jaune et le bleu. Et vous allez avoir, comme dans tout jeu de ce genre, des zones de boost qui seront précisément de couleur jaune ou de couleur bleue, dans lequel il va falloir emphaser votre véhicule avec la couleur en question lorsque vous passez sur le boost pour en profiter. Et si vous n'êtes pas de la bonne couleur, au contraire, vous allez caler, perdre énormément de vitesse. Donc il y a un côté jeu de rythme qui vient se greffer à ça en plus. J'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est plutôt joli, c'est même plutôt pas mal du tout en mode portable en tout cas. On est Bref, moi je... purement dans l'esprit Nintendo, là, quoi. Ouais, complètement. Alors après, enfin, je dis complètement, je t'avoue que je sais pas trop, parce que les jeux de ce genre, bon, il y a eu Fast Racing Neo sur Wii U, effectivement, mais ne se bouscule plus, en fait, très clairement. Ça fait des années qu'on attend une suite potentielle de F-Zero, elle arrive jamais, et visiblement, elle n'arrivera pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisse présager le contraire. Donc, et puis après, bon, il y a Mario Kart qui vient s'imposer en grand patron sur le style du jeu de course, même si on est complètement différent. Les gens qui aiment les jeux de course un peu sur Switch vont souvent avoir tendance à partir sur du Mario Kart. Donc moi voilà, je voulais mettre le point sur Fast RMX qui me ravit quoi. Il est joli et les circuits sont vraiment assez cool à parcourir et deviennent de plus en plus compliqués, vraiment psychédéliques. Ça vaut pas grand chose, ça vaut 20 balles sur l'eShop. Alors c'est pas disponible en physique. Bon, Ah moi bah le ça, problème, hein, Ah ouais. faut aimer, ouais, quoi. ouais, ouais, mais quand tu vois que les jeux Switch aujourd'hui sont vendus au prix plein, c'est-à-dire entre 50 et 70 euros selon l'endroit où vous les achetez, je vous rappelle quand même qu'on parle de jeux en cartouche, hein, format portable. Je croyais que t'allais dire jeu en carton, mais J'ai encore toi, c'était Non, pas non, loin. non, il y en a, mais non, non, celui-là n'en est pas. Bon, clairement, voilà, dans la gamme des prix console et dans celle qui semble être bien partie sur Switch, bon, on est clairement sur une fourchette basse, quoi. 20 euros, c'est les prix, je pense, aujourd'hui d'accès sur console quand tu vas sur le PSN ou le Xbox Live hors période solde. 20 euros, t'as l'impression de faire une affaire, quoi, tu vois, globalement. ouais. Ouais, Donc ça. bon. Et j'ai une question, Carlo, sur le côté gameplay. Est-ce qu'il y a des items à la Mario Kart où tu peux détruire les autres adversaires, ou c'est vraiment que du skill pur et de la vitesse pure? Il n'y a Non, pas de. il y a pas d'item, il n'y a pas d'aide. La seule aide que tu vas pouvoir avoir, c'est effectivement bon, ces boosts hein, qui te font gagner de la vitesse. Là-dessus, on est sur du classique.
Tu vas pouvoir aussi bousculer tes adversaires si tu es dans un rythme plus rapide que le leur. C'est-à-dire que si tu arrives vraiment beaucoup plus vite qu'eux et que tu leur rentres dedans, ils vont perdre la route, tu vois. À la L'arme, burn-out un peu. ouais, un peu, ouais, c'est ça. L'arme, c'est toi. Et puis les circuits aussi proposent beaucoup des environnements qui sont, je dirais, dynamiques. Il y a notamment un circuit où il y a une espèce d'énormes pales qui vont faire du vent et qui vont te décrocher forcément d'une route qui n'a pas de rebord, hein, pour ajouter un peu au risque. Tu vas avoir de temps en temps des espèces vraiment un dynamisme, hein, dans les circuits qui va générer des obstacles pour toi. Donc les gènes sont là, mais pas vraiment pas d'items, pas d'armes en tout cas. C'est pas un jeu dans lequel il y a une dimension de combat, si tu veux. C'est vraiment de la pure course, de la pure vitesse, et vraiment du bon fun. Je le conseille pour ceux qui ont la chance d'avoir une Switch. Et au niveau de l'IA, c'est comment? Elle est bonne, très dure, bête? Bah, on est sur un principe de championnat très simple, très arcade, très typé, où on va avoir du novice, de l'intermédiaire et de l'expert. Donc à cela vont simplement s'adapter la difficulté des circuits en eux-mêmes, qui, arrivé à une certaine vitesse, on est presque dans l'anticipation, c'est vraiment hyper réactif. Enfin, rien que les fans de Wipeout, par exemple, ne connaissent pas, si tu veux. On est quand même en terrain connu, on découvre pas grand-chose. Et la difficulté des adversaires s'y adapte, hein. C'est-à-dire que plus tu avances dans les circuits, plus tu avances dans les niveaux, plus ça va être délicat et compliqué. Plus le choix de ton véhicule aussi va être important, donc entre la vitesse de croisière, enfin la vitesse de pointe, l'accélération et puis le poids notamment. Bon voilà, on est sur quelque chose d'hyper connu, on n'apprend rien, mais moi ça faisait pas mal de temps que j'avais pas eu un jeu comme On ça dans prend les mains. toujours, quoi, ce genre de jeu. Ouais, tu t'y prends, surtout en période de sortie, où vraiment il y a rien à se mettre sous la dent, à part un énormissime Zelda. Un jeu de course comme ça, Day One, c'est hyper agréable, et puis c'est moins Donc cher ça que ce que s'appelle fait le reste. Faster MX, Ouais, c'est ça, tout à fait. dispo sur Switch Dispo sur Switch, effectivement, et pour sur 20 Wii U. euros. Non, 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 je pense pas qu'il soit dispo sur Wii Exclu U. Switch, donc. Exclu Switch, Fast Racing Neo est lui sur Wii U. Alors, Fast Racing Neo, c'est le même jeu, c'est les mêmes développeurs. D'ailleurs, Fast RMX reprend des circuits qui étaient présents sur la version Neo Wii U, hein. Donc on est sur on est peut-être pas sur un 2, tu sais, un vrai deuxième épisode, mais on est sur une version, je dirais peut-être deluxe de celui sorti sur Wii U. Donc dans l'immédiat, ouais, il est dispo sur Wii U dans sa version Neo, en tout cas. Très bien, donc on note cette recommandation de Carlo. Et ben, puisqu'on est sur la Switch, on va enchaîner sur la Switch. Ah ouais, donc je Carlo, tu as continue eu là, c'est donc encore à moi donc. l'occasion de l'acheter Day One. Ouais. Tes premières impressions? Alors impression en main, une fois que j'ai eu le carton dans les mains, que je l'ai ouvert. Je Bon, suis déçu que tu nous aies pas fait un unboxing. ouais, non, c'est pas le genre. Et puis il y en a tellement. Non, non, je suis pas du genre à faire ce genre de choses-là. Non, premières impressions, bon, moi, je l'ai mis, hein, dans l'article que Smiley a fait et dont il m'a proposé de participer. J'étais pas enjoué, quoi. Enfin, là où on a eu la Wii U avec ma femme, et puis très clairement, c'est une infamie. Alors, il y a eu des très bons jeux en dessus. Je parle vraiment de la console en elle-même. C'était une vraie galère. Les menus étaient complètement merdiques. Le gamepad était sous-exploité avec une ergonomie pourrie. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment pas un bon souvenir de cette console. Donc, forcément, quand j'ai vu les premières images de la Switch, je me suis dit, bon, on a l'impression d'avoir encore un système hybride qui veut combiner l'espèce de jeu portable avec un jeu plus sédentaire sur la télé. Ok, donc déjà vu, c'est un échec et on repart vers ça. Ah, Méfiance, quoi. bah ouais, méfiance dès le départ, avec des manettes qui font 7 cm, limite, faut faire attention à pas les avaler. Enfin voilà, vraiment, je partais T'avales tes pas. manettes, toi. Non, mais celle-là, ouais, clairement, c'est risqué. Si t'as une Ton grande bouche. côté glouton, Ouais, mais Faut pas les manger, hein. enfin bref, je partais pas d'un bon pied. Et puis elle est arrivée, j'ai regardé ça et Alors, révolutionnaire ou pas, cette Switch? non, non, je dirais pas révolutionnaire. C'est une console qui est modulable, très simplement modulable d'ailleurs. J'avais aussi ressenti un petit côté usine à gaz où on peut tout faire et en fin de compte, on sait globalement qu'un produit qui veut tout faire fait jamais rien réellement Ouais, bien. c'est clair, Ça j'avais vient. l'air le bordel un peu au début, hein. Ouais, et ben non, en fait, vraiment pas. Et je me suis pris mon ignorance personnelle un peu dans la gueule.
C'est simple, ça va vite, c'est hyper instinctif, ça se fait en 2 temps 3 mouvements, ça se comprend tout de suite. Et, euh, et là où elle est vraiment forte dans son approche, c'est que l'intérêt, si tu veux, par exemple, de jouer simplement avec le simple Joy-Con, ou de passer en mode manette, ou de le mettre sur la télé au lieu du portable, l'intérêt de tout ça, finalement, s'éclaire très rapidement. C'est-à-dire que toutes les possibilités qu'elle nous offre, on arrive à les matérialiser très rapidement dans une utilisation de tous les jours. Et c'est là où je les ai... L'important, ce sera de voir aussi si les jeux arrivent un peu à utiliser cette particularité de la console. Bah oui, de toute façon, ils le feront parce que la particularité, c'est toi qui te la crée, si tu veux. La console ne t'impose rien. La Wii U, par exemple, pouvait t'imposer de regarder l'écran de la mablette même si tu avais envie de jouer sur télé parce qu'ils avaient décidé de mettre des composantes du jeu directement sur la mablette, ce qu'ils ont trop peu fait d'ailleurs, mais la Wii U t'imposait ses propres choix. La Switch te laisse faire comme tu veux. C'est-à-dire que je peux jouer par exemple avec simplement l'écran de ma mablette, de la tablette, et puis je peux jouer avec ma manette Switch Pro. Voilà, j'ai pas de. Tu fais ce que tu veux. Tu joues avec la manette que tu veux. Alors évidemment, les petits Joy-Con ont un peu moins de boutons que les manettes plus conventionnelles, en tout cas les formats de manettes qu'elles proposent. Mais sur du jeu casual qui va pouvoir éventuellement se jouer en soirée, entre amis, ce genre de choses-là, ton petit Joy-Con là est parfaitement suffisant. T'as vraiment pas besoin de plus. Et Donc, t'as déjà testé à plusieurs entre amis ou pas encore? T'as pas eu l'occasion? ouais, si, on a joué à. J'ai joué donc à Fast RMX au boulot. Je l'avais ramené pour montrer ça aux collègues et donc j'avais pas envie de me trimballer ma manette. Donc on a joué avec les deux Joy-Con, donc un Joy-Con chacun en split screen sur un écran de petite taille. Donc, eh ben, écoute, c'est pas mal. Alors, c'est de la pointe, si tu veux, évidemment, qu'on va pas passer 10 heures d'affilée à jouer dans ces conditions-là. Mais c'est correct et tu peux le faire. C'est surtout ça qui est sympa. Pas indispensable, pas révolutionnaire, mais tu peux le faire. Donc, une séance de jeu de 10 minutes avec un collègue juste pour se marrer, c'est faisable en prenant simplement ta tablette et tes Joy-Con. Je trouve Bon, je ça vais, je vais me pas mal. répéter, mais ça reste l'esprit Nintendo, quoi. Pas de prise de tête, on joue direct entre potes et tout se passe bien, quoi. Le Oui, fun bah, est présent direct. l'esprit Nintendo, depuis qu'ils ont pris le virage, oui, peut-être. Après, attention, il y avait quelque chose qui était hyper prépondérant avec la Wii, c'était le motion gaming, on a complètement quitté ça. Ils ont voulu un concept plus hybride avec la Wii U qui était, pour moi, pas maîtrisé du tout. Et puis, ils sont arrivés à matérialiser vraiment leur idée Wii U de base, je pense. Ils ont compris avec la Switch comment il fallait le faire. Alors, ils l'ont compris 4 ans trop tard, mais au moins, on a un bon produit, je pense, aujourd'hui, quoi. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Du coup, ces Joy-Con, ça vaut quoi? Est-ce que moi j'ai souvenir d'une vidéo d'un drop dans la mare que j'avais vu sur YouTube, très bonne chaîne d'ailleurs, je vous la conseille, qui parlait un peu de ce que pouvait être la manette parfaite, Mm. qui devait réunir plusieurs conditions, l'ergonomie, la prise en main, le grip, la possibilité de reposer ses index derrière. Ouais. Euh, Comment tu classerais toi les Joy-Con? Est-ce que c'est une bonne manette pour toi? Alors, ça dépend déjà sous quel prisme tu me parles. Parce que ton Joy-Con, potentiellement, a Tu peux le clipser à la tablette, c'est ça? ouais, il a trois fonctions différentes. Il a déjà une possibilité de jeu avec un Joy-Con unique, donc que tu vas placer à l'horizontale, et sur lequel tu joueras. Donc là, effectivement, en termes d'ergonomie, c'est très, C'est petit quand même, hein. ouais, Faut c'est avoir des super grosses mains. petit, c'est hyper sommaire. La prise en main, sans être dégueulasse, hein, attention, parce que ça reste étonnant quand même. C'est-à-dire que tu peux t'y amuser, tu peux passer un bon petit moment en jouant de cette manière-là, si tu veux. Ça va pas être une souffrance permanente. Par contre, évidemment, je conseille de pas trop dépasser les 30-45 minutes de jeu dans cette configuration-là, Ouais, parce parce que que c'est à prendre en compte aussi, justement, le fait que ça puisse provoquer des douleurs aux doigts à force de trop la tenir. ouais, un collègue s'en est plein. J'ai un pote s'en est plein. Ouais, pas Euh, agréable, quoi. Moi, un peu moins, parce que déjà, nous, on peut relancer le combat de l'ergonomie des manettes, hein, mais on est joueur, on joue sur PS4, hein, toi et moi notamment. Box, par exemple, quand il joue sur PC, utilise une manette 360. Nous, on utilise notre DualShock 4. Donc, on a déjà, nous, cette faculté, si tu veux, à avoir deux joysticks qui potentiellement seraient sur la même, sur la même latéralité, pardon. Ouais. Donc, tu dois faire aussi cet effort sur la Switch.
parce que ton pouce doit être poussé un petit peu vers le stick, en tout cas en mode Joy-Con. Moi, ça me fait pas mal. Maintenant, le collègue d'à côté qui joue sur une manette de Xbox One, les trois quarts du temps, effectivement, il m'a dit bon, ouais, ça va 20 minutes, mais j'y passerai pas forcément plus de temps, quoi. Forcément. Mais c'est pas le but. Voilà, On jouer est au sur Joy-Con, un, tu joues pas à Zelda avec un Joy-Con individuel, quoi, très clairement. on est sur un écran tactile aussi, c'est ça? Ouais, écran tactile qui a pour moi une utilité assez limitée en fait dans l'immédiat parce que elle a aussi cette qualité d'être hyper ergonomique aussi bien dans ses menus si tu veux. Elle réagit super vite. Là aussi, on est à milieu de ce que pouvait faire la Wii U. C'est rapide, c'est instantané, c'est hyper facile. Bon, elle a aussi très peu de fonctionnalités, soyons clairs, hein. C'est une console de jeu en l'état aujourd'hui. Tu as un menu paramètres, un menu pour tes captures d'écran et le menu principal pour tes jeux. Basta, il n'y a rien d'autre, hein. Ouais, bon, on peut Donc, peut-être imaginer des ajouts de features au fur et à mesure. bah, ça m'a l'air d'être annoncé en tout cas, dans la mesure où visiblement ils auraient parlé de commencer à discuter avec Netflix et compagnie. Donc il va y avoir une petite dimension média dans la console, mais elle est clairement faite pour le jeu, hein. Il n'y a pas de vraiment pas de souci là-dessus. On n'est pas sur un media center, hein. Et Ouais, j'ai quand même vu pas mal de bugs répertoriés déjà, notamment ce socle en plastique tout moche là, qui a Ouais. tendance à rayer l'écran, des sons étranges sur la tablette, des scintillements aussi, des Mm. problèmes de 3D. J'ai vu que tu te plaignais toi de du report sur la télé. C'est pas de la grande qualité graphique. Ouais, alors pour autant, c'est pas à mettre dans la catégorie des bugs, hein, très clairement. Au Ouais, niveau de c'est plus une l'écran, faiblesse quoi. ouais, c'est ça. Au niveau de l'écran rayé, oui. Alors c'est très clairement. Alors les sons étranges et les sentiments, je les ai vus. J'ai vu ça sur Internet. J'ai halluciné. D'ailleurs, le mec qui a eu tous ces sentiments là, il a dû flipper parce que ça fait un bruit de fou. Bon, c'est le risque aussi d'acheter une console en Day One. Tu paies un peu le fait Ouais, de puis on en vouloir revient l'avoir avant tout aussi le à monde. ce principe de cartouche quoi. Ouais, ouais, aussi, C'est oui. très old school. Oui, mais c'est dans le concept que Nintendo a eu de la Switch, voilà, ça se justifie parfaitement. Regarde, Sony avait tenté le pari des UMD avec leur premier modèle la, portable. la Vita. Non, non, pas la Vita, celle Ah, d'avant. celle d'avant. Je La reviens. DS? Oui, Non, la la DS DS. de chez Sony, oui. Ah, pardon, oui, non, pas du tout. La PSP. La Ah, la PSP, PSP, voilà, exactement, oui. j'en ai perdu le nom, tu vois. Bon, ça avait pas marché, là ils reprennent le format cartouche, c'est tout petit, ils ont quand même une expertise assez claire dans le domaine avec leurs moult consoles portables qu'ils sortent depuis des années. Bref, c'est hyper efficace. Est-ce La Vraie seule... qu'il question. faut souffler dans la cartouche? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais demander. Non, Est-ce que... Ah putain, c'est con ça. C'est non. un basique. Non, d'ailleurs, je vous conseille d'éloigner les cartouches de votre bouche parce que c'est vraiment dégueulasse. Alors, je fais partie des gros connards qui ont voulu essayer. Comme ils ont vu ça naître sur internet, comme quoi les cartouches de Switch avaient vraiment mauvais goût, bah forcément, moi, en tant que gros glouton que je suis, j'ai voulu bouffer de la cartouche. Et Bah oui, déjà que T'as tu bouffes cette les manettes, hein. faculté à tout mettre dans ta bouche, Oui. Un enfant d'un an. Ouais, c'est un enfant. adorable, Mais Carlo. pour le coup, quand j'aurai un enfant, je serai content qu'il mette pas ça dans sa gueule et il le fera pas deux fois parce que c'est vraiment dégueu. Ah bah, Euh, moi j'ai des souvenirs de cartouches de Game Gear bouffées par mon chien. Elle marchait encore, hein. Ah, c'était solide Voilà. à l'époque, hein. donc dans tous les risques hein, que tu donnes là, moi il y en a un très clairement sur lequel, alors j'y suis pas confronté, mais sur lequel j'ai un peu peur effectivement, c'est l'écran rayé. Ouais, Euh, mettre une protection, quoi, ouais, il direct. faut mettre clairement un écran, un écran protecteur dessus. En verre trempé parce que le dock est l'élément clairement qui est le moins bien fini pour moi de cette console. C'est une pièce en plastique dans lequel tu as un port USB, un port Ah, Alim et j'ai un vu un port mec le HDMI. démonter, c'est ridicule, quoi. C'est un bout de plastique Ah oui, oui, ouais, avec un ouais. truc dedans, quoi. Enfin, Le tr- un circuit imprimé dedans, quoi. C'est c'est ça, le ridicule. truc fait 50 grammes. Dès que tu veux lever ta console, il vient avec. Tu veux retirer tes Joy-Con, faut tenir la base, sinon elle vient avec, effectivement. Et surtout, elle est très mal. Elle donne vraiment une impression d'être un peu aride lorsque tu mets la console à l'intérieur. Elle n'est pas vraiment molletonnée. Alors ils ont mis quelque chose pour faire un petit peu une protection, mais ça paraît trop limité. Donc je suppose que les photos qu'on a vues, le mec a dû faire le sacré bourrin, parce que moi je l'ai quand même retiré de son socle un paquet de fois et j'ai toujours rien. Mais j'ai toujours rien aussi parce que je fais très attention, parce que j'ai pas confiance, quoi. Ce que j'ai vu aussi, c'était un souci de batterie.
avec un Joy-Con qui était plus déchargé que l'autre. Enfin, c'est très Ouais, bizarre. sur le Joy-Con gauche. Alors, je t'avoue que je risque de pas trop y être confronté à ça. Parce que déjà, Nintendo a communiqué le fait que ça pouvait venir d'ondes venant d'autres éléments de ton salon qui pourraient éventuellement interférer avec tout ça. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce que tu pourrais avoir de connecté chez toi. Moi, en général, quand je joue avec le Joy-Con, je joue pas sur la télé, je joue sur l'écran. Et potentiellement, l'écran est petit, donc il doit être très près de moi. Donc il n'y a rien entre mon écran et mon Joy-Con. Et quand je joue sur la télé, bah écoute, je joue avec une manette, tout simplement. Je trouve ça impressionnant, cette faculté à aller chercher des bugs de façon complètement inattendue. Et c'est le niveau d'autonomie, ça donne quoi quand tu te barres et que tu vas jouer dans le métro, dans les transports avec ta tablette et tes 2 Joy-Con, si j'ai bien suivi le truc, ça donne quoi? On va dire 3 heures de moyenne en jeu. Alors, en jeu, luminosité à fond, hein, d'accord. Ça peut paraître peu, dans l'idée, ça l'est. Maintenant, il faut juste avoir un peu de raison et se dire que C'est bien déjà 3 heures. tu joues rarement 3 heures d'affilée comme ça à fond les ballons dans un train, pour peu qu'il faut que tu aies un voyage quotidien de 3 heures, et dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de changer de boulot. Euh, Mais, Ça devrait aller. et puis bon, voilà, tu peux potentiellement la recharger avec le câble d'alimentation qui est fourni avec. 3 heures, la qualité graphique C'est en sur... USB? Ouais, USB-C, USB-C, attention, hein. C'est quoi ce USB-C? Eh Ils ben, inventent un nouveau c'est truc. pas de l'USB 2, c'est pas de l'USB 3, c'est de l'USB-C. Oh putain. Ouais, faut Encore qu'on un enchaîne nouveau quand même câble, un quoi. peu. La sortie principale sur cette console, c'est Zelda. Ah oui, bah oui, très clairement. Très T'es un clairement. habitué de la série à la base? Non, du tout. Vraiment pas. Je j'ai pas été élevé à Zelda. J'ai assez peu essayé. Les rares fois où j'avais essayé dans le passé, j'avais vraiment pas aimé ça. Et du Euh, coup, là, t'as Bah, accroché. Bah écoute, il y a eu un choix à faire aussi, et c'est ce que je disais à ma femme. Je lui conseillais de ne pas la prendre. Et je lui dis, prends-la pas, il y a rien. Parce qu'elle n'aime pas Zelda pour le coup. Elle n'aime vraiment pas Zelda. Donc j'ai dit, mais pourquoi tu veux une Switch si t'aimes pas Zelda? Elle fait, je m'en fous, ta gueule, je veux ma Switch. Bon, j'aime bien les négos chez vous, ça a l'air ouais, ouais. intéressant, hein. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah, quitte à avoir une Switch, autant avoir un jeu pour y jouer. Et puis, on sentait déjà qu'il y avait un vrai engouement, quoi. Alors, je sais que les gens adorent Zelda et qu'on a souvent tendance à le voir peut-être parfois un peu plus beau qu'il ne peut l'être. Mais pour autant, donc je l'ai pris, je l'ai essayé, et c'est canon. Celui-là est canon. Enfin, vraiment, j'ai pris une claque. C'est un monde ouvert de folie dans lequel tu fais ce que tu veux. Plutôt pas dégueulasse en termes techniques, et notamment en mode portable. On pourra en parler J'ai un vu peu que même après, hein. il avait l'air assez punitif au niveau des combats. Bah, faut pas trop faire le con. Alors au début ça va si tu veux, hein. Tu vas plomber tes ennemis qui seront des ennemis de base et qui t'aideront surtout à découvrir un peu le jeu. Et puis oui, plus t'avances, plus ça devient gros, massif, technique. Il faut aussi pas lésiner sur ton équipement, être bien équipé, avoir ce qu'il faut pour s'attaquer aux bons ennemis. Ouais, c'est pas un jeu, c'est un jeu où tu meurs, quoi. Il y a un côté C'est- à l'ancienne où potentiellement faut accepter l'échec, et il faut avoir le goût d'y retourner. Alors, Die and Retry, peut-être pas, parce que pour moi, le Die and Retry est un jeu qui est construit de cette manière-là, vraiment. Tu vois, un Trials par exemple, où il faut que tu te plantes 153 fois pour finir par y arriver et avoir un orgasme de folie devant ton écran. Mais la Zelda, c'est peut-être pas ça. Mais ouais, tu meurs dans Zelda, clairement. C'est pas facile. Et c'est dans le. Moi, j'ai pas joué à Zelda depuis celui de 64, Ocarina of Time, donc j'adorais ça quand j'étais petit et je n'ai pas fait depuis. Ça reste dans le même monde, avec toujours la même chose, le village Cocorico, Hyrule, etc. Ou c'est ailleurs, dans un autre monde? C'est comment? Alors là-dessus, je vais assez peu pouvoir te répondre parce que, comme je l'ai dit avant, si tu Ouais. écoutais, mon cher ami, Mais j'écoutais, mais je me suis dit, est-ce que tu as reconnu le village Cocorico où tu te voles avec les poules, quoi? Si tu Non, peux mais pas moi, faire si ça, tu c'est veux, pas un le vrai village Zelda. Cocorico, ça me dit rien. Ah Moi, merde. Ça me fait plus penser à, à un nom de course dans Mario Kart, mais bon. Ah ben, T'es dans Hyrule, quoi. Ça, pour le coup, c'est une des rares références que je peux avoir sur Zelda. J'ai plutôt une bonne expertise Alors, sur d'autres est-ce jeux, qu'on moi sur retrouve Zelda. la patte Zelda? Est-ce que Zelda est bien représenté avec sa cape verte? Bon, ok, je me tais. Bah déjà, sacré c'est poil. Link, hein, c'est pas Zelda. Je sais bien, c'est pour la vanne. Et au On début, t'es en slip.
Donc, Ah. bon, voilà, la cape verte, faut attendre un petit peu parce que tu démarres en slip, mais tu t'es très vite habillé. Ceci dit, Ça- tu ça peux faire peut le choix de Tirer un rester en public, sloop. Hein. voilà. Bah, ça va attirer les mecs, je pense, qui adorent ça depuis le début, quoi. Très Mais clairement. je pensais plus au slip, mais bon, bref. Ah ouais, non. Ah oui, t'es resté sur l'idée du slip. J'aurais pas dû Je pense que commencer c'est le par là. seul truc qui a plu à Carlo, démarrer en slip. Il pouvait même faire tout le jeu en slip, il aurait Ah, fait moi, plus tu me rien. dis, on démarre un jeu en slip, j'achète direct. Hein. Ça, c'est un argument de vente, ça. Commencer le jeu en slip. Bah, du coup, t'as testé d'autres jeux, on en a parlé, Fast Remix, Farming Simulator, là où tu traites des vaches. Non, Farming Euh, Simulator, non. One to Switch, non, mon dieu, j'ai pas essayé ça, je veux pas, j'ai regardé. c'est- J'ai Paysan regardé. Manager, c'est ça, enfin, bref, c'est. Paysan Non, manager. j'ai regardé des streams de l'enfer, des trucs pathétiques as fuck. J'ai dit mon Dieu, non, je peux pas, c'est mort. Même, je veux dire, j'ai même cette impression que l'espace d'une soirée, tu sais, il y a toujours ce jeu comme ça quand tu as une console un petit peu hybride où tu peux potentiellement être propice au party game, tu vois, et ce qui est clairement One to Switch. T'as toujours cette tentation d'acheter ce jeu-là pour le montrer à tes potes quand ils viendront chez toi, tu sais, pour Regarde t'assurer comme c'est de la quelques heures de merde. bonheur. Ouais, et là, t'as cet effet-là. Tiens, regarde, c'est vraiment de la merde. Si tu veux pas de la Switch, joue à ça, tu vois. Je vais te convaincre définitivement de passer à autre chose. Et Donc, dans la future line-up, pour les party games, je suppose qu'ils vont sortir du Mario Party, du Mario Kart, du classique. Mario Kart arrive fin avril. D'accord. Alors, c'est pas un nouveau Mario Kart, c'est la version de luxe du 8 hein, qui est sortie sur Wii U. Smash Bros. Ouais, Smash Brawl. Bros aussi. Alors ça c'est pas annoncé, mais enfin, je veux dire, on se pose même pas la question. Comment dire, l'imprévu serait qu'il n'arrive pas. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que la version Wii U ne rencontrait pas un franc succès et que chez les spécialistes, c'était toujours la version GameCube qui Ah, le était devant. premier. Ah, le premier, qu'est-ce que j'ai pu jouer? C'était un très très bon jeu à 3 à 4. C'était un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué en party game, le premier Smash Bros. Après On, tous on va les, conclure quand même sur la Switch parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est dessus. Donc alors, ce concept-là, ça apporte vraiment une expérience nouvelle. Les perspectives, c'est quoi? C'est plus adressé aux gamers purs ou on est plus sur du casual? eh ben, je pense que c'est peut-être la console Nintendo de ces dernières années qui potentiellement pourra plaire aux deux. C'est qu'évidemment la tranche casual se contentera de jeux un peu en mode party game, hein, typique de chez Nintendo. Continueront à leur plaire. Je pense qu'il y aura un peu moins d'expériences ultra casual telles que le pouvait proposer notamment la Wii. Et pour autant, d'un point de vue perspective gaming, ouais, moi j'y crois parce que bon, Nintendo se bat avec d'autres armes hein, que Sony et Microsoft. C'est pas vraiment le même marché finalement hein, quand on y réfléchit un peu. Mais là, il y a un Super Mario Odyssey. Alors, on reste peut-être dans l'univers Nintendo, mais qui a l'air hyper prometteur. Et si je vous parle de Mario Galaxy, forcément, on a les yeux qui s'illuminent un peu. Et il a l'air d'en reprendre l'héritage. Je sens très clairement que dans sa prise en main, dans sa façon d'être joué, dans le plaisir qu'on y prend et surtout dans son côté hybride, très clairement, elle peut marcher. Elle a un vrai pouvoir pour marcher sur les gens qui, Donc pari réussi pour Nintendo alors. ouais, je pense. Alors, pour le moment, voilà, l'achat doit rester en suspens. En gros, si tu as une Wii U et que tu veux jouer à Zelda, bah, je vous dis sur Wii U, n'achète pas la Switch. Il y a vraiment pas grand-chose pour te satisfaire, en tout cas pour te donner l'impression que tu as fait un bon investissement. Mais à l'avenir, quand ils vont commencer à sortir l'artillerie lourde, le bon hardware, enfin en tout cas l'impression qu'on a du bon hardware qui vient de sortir, sera bonifié par le contenu, très clairement. Et sur les éditeurs tiers, autres que les jeux Nintendo, ils vont appuyer dessus ou ça risque d'être quand même faible pour le côté gaming, parce que le côté gaming Ouais. Nintendo, c'est très nostalgique, mais s'il n'y a pas des FPS, s'il n'y a pas des jeux de sport, etc., qui sortent dessus, ça risque d'être Mm. compliqué quand même. C'est ce que je disais dans l'article qu'on a fait avec Smiley. Les développeurs tiers se sont annoncés comme présents, développant sur Switch. Pour autant, moi j'ai cette impression de les sentir en attente. Un peu dans les starting blocks avant de voir si ça fonctionne, si ça cartonne ou pas. Je pense que certains ont pris des risques sur la Wii U et sont pas prêts à le refaire. La confiance est peut-être pas parfaitement revenue chez eux. Donc ils attendent. Ils se sont déclarés, ils ont dit ok, on est là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est on est là si ça se vend. Ouais, oui. Bah après, ça peut se comprendre aussi. Ça reste un business maintenant.
Ouais, bah surtout qu'ils ont tous foncé tête baissée sur la Wii U au début, Electronic Arts, Ubisoft notamment en tête, et puis au bout d'un an, il n'y avait plus personne. Donc, La à science du voir. pari de Electronic Arts et Ubisoft. Ouais, bah ouais. On parlait de Paris justement. On va aborder notre deuxième sujet du jour. C'est le prochain Mass Effect qui va sortir bientôt, Mass Effect Andromeda. Euh, Paris parce que les deux derniers opus n'ont pas vraiment fait l'unanimité auprès des joueurs. D'abord, Carlo, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série Mass Effect, toi qui as joué aux trois premiers jeux? Est-ce qu'il y a une patte Mass Effect qu'on peut retrouver un peu qui les différencie vraiment des autres jeux du genre? Est-ce qu'on Ouais, commence en slip? C'est non. important. Quoique, si dans le 2 potentiellement, tu commences assez peu vêtu. Ah, il y Mais, a non, mais c'est quelques mon jeu allusions alors. sexuelles, il me semble, hein, dans le ah jeu. bon, enfin, plus que des allusions. On parle pas forcément d'allusions, c'est plutôt assez clair. Mais bon, hein, tu joues pas à Mass Effect pour ça. Moi, Miranda, par exemple, j'ai jamais su me la taper, donc j'ai une grosse frustration et je lui retirerais bien 3 points de ma note finale à Mass Effect 2 juste à cause de ça. Mais non, alors le premier assez peu, bizarrement, parce que je m'y étais pas trop intéressé quand il était sorti. Là, il y avait vraiment l'effet de la nouveauté, et puis il y avait un côté très 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 RPG. Le RPG et moi, c'est vraiment, disons que j'en aime que trop peu. Par contre, j'ai commencé donc plus sérieusement avec le 2. Je suis revenu au premier après, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Ouais, il y a une patte. Pour en revenir à ta question, il y a une vraie patte. Il y a une atmosphère, un univers, une façon d'adapter la narration. Mass Effect 2 avait notamment, et c'était déjà le cas dans le premier, mais cette narration à tiroir, si tu veux, hein, dans lequel tu fais tes propres choix. Alors, non pas qu'il l'ait inventé, mais j'ai l'impression que c'est un peu Mass Effect qui a rendu ce système apprécié des joueurs. Je peux éventuellement me tromper, hein, j'en fais pas une vérité, mais c'est la façon que moi j'ai de l'interpréter. Et Puis il y donc, a cet univers qui renvoie vraiment au fantasme du voyage spatial, ah bah, du space opera, l'exploration. ouais. Ah ouais, clairement, non mais très clairement. Alors, le côté exploration, on a été vite rendu à quelque chose d'assez sommaire à partir du 2. Et c'est seulement lorsqu'ensuite je me suis un peu plus intéressé au 1 que je m'en suis rendu compte, hein, finalement. On en Euh, prend plein les yeux quand même. Ah ouais, ouais, non, mais voilà, c'est du vrai space opéra. C'est bon, déjà, ça a toujours été assez joli, hein, Mass Effect. Et puis c'est un fantasme, je pense, de beaucoup de gens. Je pense que quand tu veux t'intéresser à Mass Effect, c'est que déjà l'univers, les univers un peu spatiaux, science-fiction, c'est que tu as des atomes crochus avec ça, quoi. Donc t'es servi. Clairement, tu prends ce pourquoi tu as payé le jeu, quoi, vraiment. Alors moi, il y a un truc qui m'a attiré plus particulièrement sur ce nouvel opus, c'est que j'ai vu que Alexandre Astier faisait des voix. Alors Ouais, moi, tu me dis Alexandre Astier plus Voyage dans l'espace plus Mass Effect, là je signe direct. Bah, il a une façon de l'expliquer. Il a fait quelques interviews à ce sujet-là, et notamment une qui était passée sur JVcom, je crois. Ouais, Ouais, très c'est jeu intéressante. préféré, ouais. Hyper intéressant, ouais, complètement, complètement. Bon, il fait un personnage visiblement plus que secondaire, mais je crois que le simple fait qu'il fasse un projet qui n'est pas le sien, et c'est ce qu'il explique dans l'interview, il fait même si j'ai pas passé 4 mois à doubler un personnage, comment dire, d'importance. Astier, c'est quand même un mec qui sélectionne vachement ses projets, qui a tendance à devenir complètement exclusif à ses propres projets. Le Oui, et simple. puis qui est très très implanté dans la communauté geek aussi. Ah bah, il s'y connaît un petit peu, ouais, c'est Et un puis mec ça qui renvoie touche aussi à son spectacle, sur l'exoconférence qui abordait complètement, justement cette notion de voyage spatiaux. Très complètement. très intéressant d'ailleurs, je vous le conseille ce spectacle si vous aimez Alexandre Astier et son univers. Bon, alors Je pour revenir valide. à cet opus Andromeda, c'est le quatrième opus de la série. Ouais, ça va être le C'est quatrième, pas ouais. une suite, hein. C'est pas une suite. Ah non, on reprend un lore tout à fait différent. Exit le commandant Shepard qu'on a accompagné sur les 3 premiers. Euh, Alors ça va faire plaisir à ceux qui ont apprécié le multijoueur dans le 3. Il a été annoncé pour celui-là aussi.
Des nouvelles fonctions aussi, un jetpack qui vous permettra de faire des plus grands sauts, Comme tous les jeux éventuellement futuristes du moment, j'ai envie de dire. de dasher. Oui, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans Destiny, dans Modern Warfare, enfin, Pas dans Infinite Warfare et Black Ops 3, ouais. Enfin, ça a commencé avec c'est un Advanced peu Warfare la facilité du moment, quoi, on va dire. Mais Ouais, en j'ai même temps, l'impression que ça devient un c'est lié indispensable. aussi À à l'univers, l'exploration là. spatiale. Ouais, là, ça correspond quand même à l'univers. Bah, S'ils là, j'ai n'utilisent envie pas de des dire, jetpacks, ouais, t'as raison, Box. Enfin, on justifie un petit peu plus un jetpack dans l'univers de Mass Effect que celui qu'on s'est pris dans Call of Duty, c'est clair et net, ouais. et voilà. Et du coup, il y a un truc qui est très important pour toi, en tout cas, c'est la notion de combat que tu trouvais trop prépondérante, toi, dans les précédents, Bah, qui apparemment trop, sera ouais. beaucoup moins affichée dans celui-là. Bah, Plus j'espère. équilibré, en tout cas. C'est ce que semble. Alors j'ai eu peur aussi parce que les toutes premières communications d'il y a quelques semaines maintenant où ils avaient vraiment commencé à montrer du jeu, tu vois, parce qu'il s'est fait discret très longtemps. Et puis depuis un mois et demi, c'est l'orgie. On en reçoit toutes les semaines avec des développeurs d'Ayari qui arrivent en masse, et dont les deux premiers étaient hyper centrés sur les combats. Et je me suis dit merde, parce que j'ai regretté, et notamment dans le 3 l'aspect TPS de base qui se renforçait un peu à la Gears of War. C'est-à-dire que tu marches une quarantaine de mètres dans un super beau paysage, et là tu vas voir que tout est mis à disposition pour se couvrir, et tu sais d'ores et déjà que dans les 10 secondes qui arrivent, il va y avoir des ennemis, il va y avoir des vagues d'affrontements, et donc tu marches, tu combats, tu marches, tu combats, tu marches, tu combats, donc ça Tu la devenait un sens, peu... quoi. C'est Ouais, un peu tunnel, quoi. Ouais, c'est ça, t'avais vraiment cet aspect, et à la Gears of War, alors ça n'en était pas un si tu veux, mais le sentiment commençait à se renforcer et je me dis merde, je joue aussi à Mass Effect pour une atmosphère, pour avoir une ambiance, pour être vraiment enveloppé dans un univers. Je me rappelle du début de Mass Effect 2 où tu arrives euh, sur Omega, où tu vas pas te battre pendant quasiment 45 minutes, tu vas devoir aller parler aux gens à droite à gauche, tu arrives dans une boîte de nuit, il y a une ambiance hyper prenante qui te prend aux tripes, et, euh, et ça fait partie des capacités du jeu à te prendre avec lui quoi, dans son univers. Moi, j'ai l'impression que c'est une force, justement, de ce jeu. C'est que son univers, ses fonctionnalités aussi de dialogue, de différents arbres Ouais, qui permettent de dynamique, ouais. développer une histoire différente, ça attire un public très varié. Moi, j'ai beaucoup d'amis femmes qui jouent à ce jeu, qui adorent l'univers. Et justement, la question, c'est de savoir aussi, est-ce que, à l'image de ce qu'a pu faire Witcher 3 ou Uncharted 4 récemment, le scénario va être beaucoup mieux travaillé que le précédent, justement, si les échanges qu'on aura avec les PNG auront un plus grand Ouais. impact. Bah, là, je vous renvoie vraiment sur l'article de Goku sur le site qui, pour moi, a mis la main, a mis le doigt en tout cas sur ce qui est important. Depuis Mass Effect 3, il y a eu quand même des jeux qui se sont marqués clairement pour leur scénario. The Last of Us en tête peut-être, Uncharted, et ce sont des exemples que cite le Goku, hein, Witcher 3 aussi. On a passé un cap, on a clairement passé un cap dans le storytelling. On a réussi, je pense, entre deux, à prendre un joueur par les tripes, à être capable de faire pleurer un gars, tu vois, avec un jeu vidéo. Euh, Clairement, ce sera attendu au tournant, quoi, pour Andromeda, ce point-là. Bah, ça faisait partie des forces de l'époque, hein, d'avoir des scénarios, des narrations effectivement dynamiques, alors même si les choix sont pas toujours euh, hyper importants dans la suite de l'aventure, en tout cas, ils te simulent le fait que ça l'est suffisamment pour garder un intérêt. Mais l'histoire est importante dans Mass Effect. L'histoire de Shepard était importante, l'histoire des gars qui l'accompagnaient aussi. Mass Effect était un jeu qui se perdait assez souvent à la manière d'un RPG dans comment dire, l'épaisseur à apporter, notamment aux personnages secondaires. Maintenant, il y a une dimension supplémentaire aujourd'hui. Et cette dimension supplémentaire, c'est effectivement la qualité de la narration qui a encore grimpé et l'aspect, pour moi, des émotions qui est devenu presque maîtrisé dans le jeu vidéo, qui pour le coup, Mass Effect maîtrisait assez peu à l'époque. Donc le défi, il est là pour eux. Le défi, il est là Du aujourd'hui. coup, étant donné ces repères-là qu'on a maintenant avec ces nouveaux jeux qui sont sortis entre-temps, Mm. étant donné un peu la déception relative quand même qui a été liée aux deux opus précédents,
Est-ce que tu dirais qu'il y a quand même une obligation de succès pour ce jeu, au risque d'enterrer définitivement la franchise? Quelles sont tes attentes, toi? La vraie déception, elle est surtout liée à la fin de Mass Effect 3, qui a dû être refaite, qui a été proposée en DLC, qui était foncièrement différente de celle de base dans le jeu Vanilla. Ça a été vraiment le tollé, si tu veux. Après, Mass Effect 2, en soi, t'as pas forcément été une déception, il était même plutôt bien mené. Mass Effect 3 était un jeu qui se tenait bien aussi, hein, c'est vraiment sa fin qui a posé des problèmes. À tel point, je te dis que cette fin a dû être refaite derrière, reconstruite, parce qu'il s'était fait éclater complètement par la communauté. Aujourd'hui, obligation de succès, je sais pas, parce que j'ai envie de te dire, c'est une licence qui, quand même, qui a quand Il se même une vendra quoi certaine. qu'il arrive. Ouais, ça a une certaine aura, et comme tu le dis toi-même, c'est un jeu qui se permet de tabler sur plusieurs Plusieurs secteurs, publics. plusieurs publics qui permettent effectivement de rameuter un peu tout le monde. Je sais pas, obligation, je sais pas très clairement. Il est attendu, il va se vendre, ça c'est sûr. À quel degré, ben, on peut pas vraiment le dire. Je pense plutôt qu'il peut partir serein pour le moment. Il faudrait vraiment qu'il se. Je pense plutôt que s'il se plante à mort parce qu'il est hyper attendu, ça serait le suivant qui aurait peut-être des questions à se poser. Tu vois, celui-ci pas encore. Pour moi, la série Mass Effect n'a pas encore été écornée au point d'avoir quelque chose à craindre pour Andromeda. Puis Alors après, toi, enfin, Box, il y a, tu y as peu joué, toi, Box, il me semble. Tu y euh, as pas joué du tout, même? j'ai pas joué du tout. Enfin, j'ai des potes qui sont fans de RPG, donc j'ai beaucoup parlé du jeu avec eux, Ça te notamment. tente ou pas? Alors pour le coup, c'est le genre de jeu qui m'aurait sûrement tenté 10 ans avant de connaître le multi. Parce que ce qui me manque maintenant dans des jeux comme ça, qui ont l'air magnifiques, c'est de jouer tout seul. On en parlait déjà ensemble hier, c'est que moi, jouer à ça tout seul, j'ai de plus en plus de mal et ça me plairait de faire de la coop sur ce genre de jeu-là, faire l'histoire mais en coop. Mais clairement, ça a l'air d'être un jeu magnifique et pour le coup, Andromeda a l'air être vraiment intéressant. Puis c'est le genre de jeu qui me plairait vraiment. Enfin, les actions RPG, j'en ai fait toute ma jeunesse, donc j'y jouerais bien. Pour le coup, peut-être que je testerai en solo, mais voilà, moi, ce qui manque dans ce genre de jeu maintenant, pour moi, c'est un côté coop, un côté faire l'histoire, mais avec un pote à deux, à trois, à quatre, un peu comme dans, alors c'est un jeu très très différent, un peu comme dans Daylight, où tu fais l'histoire, mais tu peux la faire à plusieurs, où ça apporte un sel différent. Alors après, Ouais, ça, c'est une dimension différente, c'est clair, de s'amuser avec ses potes. Après, d'un point de vue narratif, ça doit être aussi un sacré bordel à créer. De fait, de devoir intégrer deux, trois ou quatre personnages à la même histoire, c'est forcément très compliqué. Mais je pense que ces jeux-là, moi, je passe à côté depuis World of Warcraft à cause du côté solo. C'est triste à dire, mais c'est ça qui me manque. Donc clairement, ce Mass Effect Andromeda, on l'attend au tournant. On espère vraiment qu'il va répondre aux attentes, aux promesses aussi évoquées un peu dans l'article de Goku. D'ailleurs, on vous renvoie à cet article si vous voulez plus d'informations. Il me semble, Carlo, que tu voulais conclure cette émission sur un sujet qui te tenait à cœur. Ouais, alors je pense que tout le monde dans la communauté des DP, et puis vous plus particulièrement, vous savez bien que j'ai une affection particulière pour la série Battlefield, que c'est presque mon jeu de chevet quasiment. J'avais été hyper dithyrambique sur BF1 quand il est arrivé, beau, grandiose, qu'il rapportait un côté authentique avec la Première Guerre mondiale. Enfin, vraiment, Une bonne claque, je- quand même. ouais, enfin sur le coup, j'ai pris une vraie claque, j'ai une vraie passion pour ce jeu, j'ai énormément joué. Et puis, bah, les semaines passent, les mois passent, et en fait, je me rends compte que ben, il a du mal, en tout cas chez moi, à tenir dans le temps, au point que j'ai relancé BF4, qui est quand même sorti avec les PS4 et Xbox One en 2013, et que je me rends compte finalement que je prends aujourd'hui presque plus de plaisir à jouer à un BF4 qu'à Battlefield 1, qui a pourtant ses qualités, hein. Mais il tient moins Qu'est-ce dans qui le te temps. classe en fait dans le Ah, Battlefield 1? juste un truc entre les deux, Ouais. pour te connaître pas mal, Carlo, en jouant en ligne avec toi, tu as fait pareil avec BF4 et tu nous as fait revenir sur BF3 aussi. Donc après, est-ce que alors c'est plus de la psychologie de comptoir dans Ouais, l'absolu, mais tu fais ça ouais. souvent avec les FPS. On va dire que BFE n'est pas forcément le premier à qui tu le fais. Non, alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a de toute façon chez moi j'aime cette série, vraiment, je m'amuse énormément, je suis
un fou de FPS dans le genre, et d'autant plus de la série Battlefield. Battlefield 3, c'est simple, Box. Battlefield 3, ça nous remet le goût de nos belles années. T'es bien placé C'est vrai. pour savoir qu'on y a Au Bad énormément Company 2 joué. aussi. Ouais. Bad Company 2 aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer à Bad Company 2 aujourd'hui. BF3, c'est le goût de la nostalgie, même si ça date jamais que de 2011, ça fait partie peut-être des plus beaux moments qu'on a passés ensemble en ligne. Et c'est là qu'on voit la prépondérance qu'a pris le multijoueur maintenant sur notre expérience de jeu. Oui, bah oui. Oui, bah, en tout cas pour nous, c'est clair. Moi, on connaît encore pas mal de gens qui ne souhaitent pas du tout jouer en multi et privilégient les belles histoires, les scénarios, les expériences de 6-7 heures en mode popcorn. Voilà. Un Last of Us, par exemple, qui est une aventure solo, bon, pour le coup, dure un peu plus de 6-7 heures, mais va représenter la quintessence de ce qu'est le jeu vidéo pour certaines personnes aujourd'hui. Et je peux parfaitement le comprendre. Maintenant, il est vrai que pour des gens comme nous, qui passons pas mal de temps ensemble, qui ont depuis plusieurs années, en fait, on développe plus une espèce de dépendance à l'accompagnement et à l'expérience qu'on va partager que... Au-delà, les discussions qu'on peut avoir qui ont complètement aucun rapport avec le jeu. Ouais, parfaitement, mais c'était surtout pour rebondir sur effectivement quand on jouait à BF4, Box a raison, j'avais renvoyé un peu tout le monde sur BF3, mais pas pour y rester, si tu veux, c'était pour se remettre ce bonbon dans la bouche, si tu veux. Tandis que là, en ce moment, BF4, quand j'y rejoue, je suis seul. Et la différence, elle est là. Alors, c'est un débat qu'on pourra avoir peut-être dans une prochaine émission. Donc, Ce sera intéressant, ouais. Cette prépondérance un peu du multijoueur aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans maintenant que les connexions Internet se sont bien installées et que le multijoueur a pris une part beaucoup plus importante dans les jeux. Donc débat, débat en suspens, on pourra en reparler avec d'autres invités plus tard. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine parce qu'on a quand même déjà bien discuté ensemble. C'était donc la première détendue du cast. J'espère que ça vous a plu. Box, tu voulais dire quelque chose? Ah bah les détendus du slip, moi après celui-là, je pense que le nom on l'a trouvé, les détendus du slip. Les détendus du slip, rendez-vous sur Zelda en slip. Oui, c'est important. On se retrouve la prochaine fois. Merci à vous deux de m'avoir accompagné. Merci Bouffo. Salut. À la prochaine. Bye bye.